Bonsoir. Ce week-end, une amie haïtienne francophone, mais pas 100%, me demandait la définition du mot pression. Je lui répondis, mais dans quel contexte ? Et elle me dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Ça fait du bon ou du mauvais. Par exemple, la pression dans un tuyau apporte l'eau avec force et abondance, ça c'est bon. La pression au boulot, c'est affronter les transports et ses tourments pour arriver à l'heure, être habillé pour supporter une longue journée, mais aussi réussir l'optimisation par le look, faire attention à ce que votre collègue ne vous savonne pas la planche, attention à ce que votre patron ne vous prenne pas en grippe, attention à faire le chiffre d'affaires pour lequel vous avez été engagé et pour lequel on peut vous dégager, etc. Ça, c'est nettement moins bon comme pression. Elle m'a répondu, à Port-au-Prince, nous avons des difficultés et des malheurs, mais pas de pression, ni dans les tuyaux, ni au boulot. Dans le mien, en tout cas. Et je me suis demandé si ça venait de sa nature à elle ou de la nature de son travail. France Inter, État d'esprit, Noël Bréham. Passer du chaos au calme et vivre le moment présent, voilà votre programme, Nicole Bordelot. Oui, voilà. Bon. Merci beaucoup de me recevoir, Noël. Je suis ravie d'être là. Bonsoir et merci d'être venu, d'autant que vous venez de loin. Nous allons voir ça avec vous. Vous êtes maître en yoga et auteur de nombreux livres et conférences qui font un tabac au Québec, voilà d'où vous venez, et qui maintenant font un tabac en France. Alors le titre de votre précédent livre sonnait comme un oxymore, Zénitude et double expresso. Voilà. C'est ce qu'on aime chez vous, c'est que vous êtes dans la vraie vie. Oui, je crois que si on souhaite avoir un peu de zénitude dans sa vie, puis c'est possible pour tout le monde, on n'a pas besoin de tout chambarder dans son existence. On peut installer un peu de calme chaque jour à l'intérieur de son quotidien et à travers cette urbanité là qui nous amène, comme vous l'avez si bien dit, autant de pression chaque jour. Alors, votre dernier livre, qui est sorti ces jours-ci, toujours aux éditions de l'Homme, s'appelle, Nicole Bordelot, L'art de se réinventer. C'est un trait que j'aime à décrire chez Marion Cotillard, c'est que c'est une artiste qui s'invente. J'ai un souvenir très frappant de la première fois que j'ai vu La Môme en salle. Je croyais la connaître, et voilà qu'une artiste s'inventait. Il y a une invention de soi qui est un thème très américain. Et je trouve que Marion ne cesse de s'inventer. Chaque nouveau film, elle s'invente, elle crée du mythe, elle s'en fiche, elle abandonne le mythe pour en inventer un nouveau. Je pense que c'est une autre femme que j'ai connue sur Comment je me suis disputé. Et elle est totalement insaisissable. Et cette invention de soi, je trouve que c'est une des plus belles définitions de l'artiste. Vous avez bien reconnu la voix d'Arnaud Desplechin. Nicole Bordelot, c'est un bon cinéaste français qui présente au Festival de Cannes Les Fantômes d'Ismaël avec, justement, Marion Cotillard. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit ? Je trouve ça magnifique, la façon dont il a défini l'art de se réinventer, parce que il a dit quelque chose qui est frappant. Elle a abandonné le mythe. Et pour se réinventer, on doit aussi abandonner ce que l'on croit connaître sur soi. Souvent, on croit se connaître, on croit savoir quelles sont nos forces, nos limites, nos capacités, nos talents. Mais tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas atteint notre plein potentiel humain, la vie mettra sur notre chemin des relations, des expériences, des difficultés, des obstacles pour nous inciter à nous réinventer continuellement. Et le fait que Marion le fasse d'emblée, je trouve que c'est tout à son honneur. Alors, vous avez parlé du regard que l'on doit changer, le regard que l'on porte sur soi-même, mais aussi sur le monde. On porte un regard tellement dur sur soi. Je ne sais pas si c'est le cas ici dans la culture française, mais nous, au Québec, nous sommes très, très durs envers nous-mêmes. Nous sommes intransigeants. Il y a une culture de compétition, de comparaison, des notions de performance, de dépassement de soi à outrance. Ce qui fait que le regard que l'on porte sur soi est un regard qui est dur et qui constamment nous oblige à nous concentrer sur nos défauts, nos incapacités, au lieu justement de chercher ce qui nous distingue, notre unicité, nos talents, les ressources insoupçonnées que l'on porte en soi. Donc se réinventer, c'est un peu cela aussi, c'est permettre à tout cela d'émerger et de découvrir ce que nous portons en nous. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Nicole Bordelot, pour que vous ayez découvert ça, justement? Parce que tout le monde fait ce que vous venez de dire. On se regarde dans la glace, on voit que ce qui ne va pas. Le soir, on se dit, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Le dimanche soir, quand on passe son week-end en revue, on se dit, oh là là, j'ai pas fait ça pour demain. Qu'est-ce qui fait que vous ayez changé comme ça? Personnellement, j'ai dû me réinventer, mais littéralement de A à Z 2 fois dans ma vie. Donc, moi, je suis née dans le nord du Québec, en Abitibi,
et j'ai quitté la maison familiale très tôt, donc beaucoup trop tôt. Je crois j'ai pris une série de mauvaises décisions. Donc, j'ai traversé à la fin de la vingtaine une dépendance à la cocaïne durant 5 ans. Et ça m'a coûté très cher, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc, lorsque on est à la sortie d'une dépendance, on a le choix. Soit on continue jusqu'à ce qu'on énesse sa peau, ou soit on choisit de se réinventer. Et lorsque notre vie est brisée en 1001 morceaux, la seule bonne chose qui nous reste, c'est que pour se reconstruire, se réinventer, c'est à nous maintenant de choisir les morceaux. C'est pas à notre famille, à nos amis, à notre culture, à notre éducation. Donc, j'ai décidé de me réinventer, de changer de vie, littéralement, de A à Z. Donc, c'est la première fois, à la fin de la vingtaine, où j'ai eu à me réinventer. Mais cette fois-là, Noël, je me suis réinventée extérieurement. Donc, j'ai reconstruit ma santé, je suis retournée à l'école, j'ai étudié pour travailler dans un métier que j'ai adoré. J'ai été journaliste mode, j'ai travaillé à la télévision. Donc, j'avais littéralement, selon les grands critères de notre société, réinventé ma vie et j'avais ce que je croyais être une vie rêvée. Réussie. Mais comme je vous ai dit d'emblée, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint notre plein potentiel, et là, je dis pas que j'ai atteint mon plein potentiel parce que je suis encore appelée à me réinventer. Mais vous êtes dans votre axe. Oui, exactement. Alors, la vie était pour mettre sur mon chemin ce que je considérais, à l'époque comme un obstacle, une autre invitation à me réinventer. Donc, au cœur de cette vie rêvée, que je croyais avoir complètement réinventée, j'ai été diagnostiquée avec une maladie chronique et mortelle qui s'appelle l'hépatite C et qui, à l'époque, il n'y avait aucun traitement pour cette maladie-là. Donc, d'emblée, je suis tombée à genoux, littéralement, parce que je croyais que ça y était pour moi, là, que j'avais réparé les pots cassés et que j'étais pour vivre ainsi jusqu'à la fin de mes jours. Mais une fois de plus, la vie m'incitait à aller plus profondément à l'intérieur de moi. Et cette fois-ci, je devais me réinventer intérieurement. Ça veut dire transcender la peur, aller voir les conditionnements, les croyances, les mécanismes qui limitaient ma vision de la vie, renouveler ma façon de voir la vie, de voir les choses, le regard que je portais sur moi-même, l'adoucir, être capable de me réconcilier avec moi à travers le pardon, à travers la confiance en soi. Donc, quand je parle de l'art de se réinventer, je parle d'un travail et d'une transformation intérieure et peu importe notre âge, peu importe notre état de santé, peu importe notre occupation, chacun et chacune d'entre nous, on sera appelé à se réinventer. C'est inévitable. Nicole Bordelot, nous allons au long de toute cette heure justement parler de ce que vous venez d'évoquer, des peurs, des pensées, du regard que l'on porte sur soi et du pardon. L'art de se réinventer, ce dernier livre. Alors vous disiez que dans la nouvelle vitesse que nous devons passer pour vivre dans nos changements, il y a la façon dont on perçoit les choses. Et vous dites, mais on perçoit toujours le négatif. C'est vrai, notre cerveau est programmé, Noël, pour se concentrer sur le négatif. Et c'est comme s'il était un velcro pour la négativité et du téflon, littéralement, pour le côté positif. Donc, un exemple très simple. Vous vous faites couper les cheveux. Dans la journée, vous recevez 9 compliments et 1 critique. Le soir, avant de vous endormir, vous allez vous rappeler de quoi? De la personne qui n'a pas aimé votre nouvelle coupe de cheveux. Je vais oublier les 9 autres. Oui, elles vont s'évaporer. Donc, le fait que notre cerveau se concentre sur le négatif, c'est son job. Il doit, lui, être en survie et cibler le danger. Mais nous devons contrecarrer cela, puis venir contrebalancer cette tendance à la négativité en se concentrant, et les nouvelles études en neurosciences disent se concentrer pendant 20 secondes avec tous nos sens, lorsque vous dégustez un café, que vous sentez le vent sur votre peau, que vous êtes avec des amis, que vous êtes bien. 20 secondes, attention, c'est long, hein? Oui, c'est long. C'est long, mais si on arrive à se concentrer 3 à 4 fois par jour, 20 secondes dans une expérience qui est positive, se concentrer sur le bon, c'est-à-dire sur dire, le bon. Ma coupe de cheveux est réussie. Je me sens bien, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, j'ai raté ce coup-là, mais j'ai réussi celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, et avec tous nos sens, si possible. Ah bon? Donc, d'être réveillé avec tout notre être, d'entendre ce qui se passe au moment où nous sommes dans le positif, de sentir, de voir. Lorsque tous les sens sont impliqués, c'est tout notre être dans sa globalité qui participe. Et cette
infusion-là de positif dans notre vie vient contrebalancer. 3 à 4 fois par jour, 20 secondes, c'est pas 20 énorme. secondes, c'est long. Si là, j'arrête l'émission pendant 20 secondes, Oui. il va y avoir immédiatement toute la direction de France Inter qui va téléphoner en disant mais qu'est-ce qui se passe? Par exemple, Nicole Bordelot, je rate le train. Oui. Parce que j'arrive trop tard, c'est de ma Oui. faute. Pendant toute la journée, ça va avoir des conséquences. Il va Oui. falloir prendre le train d'après, je vais arriver en retard, j'aurai pas de place dans le train d'après, gna gna gna, là, ma correspondance va être loupée. Tout le temps, je vais dire, mais je suis la reine des cloches d'avoir raté, je savais que c'était cette heure-là. Alors, pour empêcher de mouliner ces regrets, cette rancune, cette autoflagellation, Oui, alors, oui. qu'est-ce que je fais? Ah, bon, d'emblée, il faut constater qu'on a raté le train. Donc déjà, c'est assez souffrant, entre guillemets, comme ça. On sait qu'on a raté le train. Là, on a le choix. On peut payer en double ou tout de suite passer à comment. Comment aujourd'hui je vais être capable de mieux vivre ma journée, de rattraper ce temps perdu. Quand on met le cerveau en comment, déjà, il y a des possibilités qui s'ouvrent à nous. Au lieu de tomber dans le pourquoi, je suis nul, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, qui nous garde dans le passé ou victime dans le présent, tout de suite de passer à comment. Comment, en arrivant au bureau, je vais être capable de rattraper ce dossier, comment ceci, comment cela. Donc, les comment sont une clé pour être capable d'ouvrir vers d'autres possibilités et notre cerveau s'enclenche vers des solutions. Remplacer le j'aurais dû par le comment. Oui, D'accord. comment. Ce qui est fabuleux avec le comment, Noël, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir les réponses tout de suite. Mais on enclenche un mécanisme où je participe maintenant à réparer une situation, à tomber en mode solution, comme on dit au Québec. Ce qui empêche l'avalanche, parce qu'en général, quand on rate un truc, on en rate un deuxième qui en fait Oui. rater un troisième, comme les cartes ou les sucres. Hein. Brrr, Oui. il y en a un qui fait tomber toute la rangée, quoi. Exactement. Et là, encore une fois, le cerveau va se concentrer sur le négatif. Tout ce qui va arriver de négatif suite au fait que j'ai manqué le train. Alors que le comment l'oblige à avoir une autre vision d'une situation. Vous citez dans votre livre, Nicole Bordelot, L'art de se réinventer, pour ceux qui aiment Star Wars, vous citez le Yoda. C'est ton attention qui détermine ta réalité. C'est l'instrument le plus puissant qu'a l'être humain. Votre attention, là où va votre attention dans une journée, devient votre réalité. Si vous portez attention sur ce qui est beau, ce qui est bon autour de vous, sur l'abondance, sur le calme, sur ce qui existe et qui est positif, bien, déjà votre cerveau va être beaucoup plus axé à chercher cela dans d'autres situations. Donc, si on prête attention à quelque chose qui est négatif constamment, qu'on se concentre sur nos défauts, sur ce qu'on n'aime pas sur nous, nos incapacités, c'est là que le cerveau va encore une fois entrer dans un mode négatif. Donc, notre attention, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mais alors, Nicole Bordelot, vous dites qu'il vaut mieux finalement concentrer notre cerveau sur ce qui va bien. Il y a toujours quelque chose qui va bien quelque part, plutôt Toujours. que sur ce qui va mal, Oui. d'autant que la pente du cerveau, c'est d'aller vers ce qui va mal. Oui. Mais quand vous dites ça, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, si on dit, regarde, il fait beau, et puis je sais pas quoi, on travaille à la radio, c'est génial, on nous dit, oh, mais dis donc, toi, t'es bien bécassine chez les bisounours. Vous voyez, on est traité de niais. Oui, je comprends absolument. Et on pense que lorsqu'on dit cela, que ça veut dire porter des lunettes roses et Voilà. voir tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, ce n'est pas cela. C'est justement avoir ce qu'on appelle une certaine équanimité, d'être capable de voir la réalité. La réalité n'est pas entièrement rose, elle n'est pas non plus entièrement grise. La réalité, dans une journée, il y a des bons moments, il y a des moments où c'est plus difficile, mais d'être capable de avoir une vision panoramique de notre réalité. Donc, pour quelqu'un qui vit avec des douleurs chroniques, quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué avec une maladie ou qui vit présentement une séparation ou un divorce, d'entendre ces discours-là, ça peut se dire, bien, c'est sûr que cette personne-là, tout va bien dans sa vie, c'est facile pour elle. Mais c'est un effort, bien entendu. Mais comme vous l'avez dit, il vaut mieux se concentrer sur ce que l'on a présentement au lieu de se concentrer sur ce que l'on n'a pas. Plus on est dans l'embarras, d'ailleurs, plus on devrait s'accrocher sur le petit morceau de ciel bleu. Parce que Oui. plus on en a besoin pour se sortir du pétrin. Oui, et si on peut débuter chaque matin avec une vision neuve,
de voir chaque journée comme une journée neuve. Moi, je me rappelle que lorsque je vivais avec la maladie, j'ai vécu avec une maladie chronique, comme je vous l'ai mentionné, pendant 30 ans. Donc, avec des douleurs physiques, avec une fatigue, avec de l'inflammation dans mes articulations. Mais je tentais de voir chaque journée, non pas comme une nouvelle journée pour répéter mes anxiétés, mes peurs, mes problèmes d'hier, mais chaque journée comme une journée neuve. Et d'entrer le matin dans la cuisine et de dire quoi neuf aujourd'hui, Ouais. les neuroscientifiques nous le disent maintenant, c'est prouvé, ça allume d'autres zones dans votre cerveau. Donc, d'être capable de chercher chaque jour quelque chose de nouveau, si petit soit-il, peut parfois nous aider à mieux vivre nos difficultés. Oui, vous expliquez que le cerveau a tendance à tourner en rond et il sort pas du circuit. Voilà. Exactement. C'est un effort. Je ne dis pas que c'est facile à faire, c'est un effort pour moi, c'est un effort pour tout le monde. Oui, des outils très, très simples. Prendre 7 longues et profondes respirations par le nez. 7 longues et profondes respirations par le nez. Déjà enclenche un effet dans notre système nerveux qui est beaucoup plus positif, permet d'apaiser l'angoisse, d'apaiser le cerveau, de tranquilliser nos pensées. Donc, on peut faire ça plusieurs fois dans la journée. On est en file d'attente, on est pris dans un bouchon de circulation. Simplement revenir au souffle. Quand on est dans le souffle, on est au moment présent. Quand on est au moment présent, on est beaucoup plus apte à avoir des solutions pour nos problèmes. Alors, je ne demande qu'à vous croire, Nicole Bordelot, surtout qu'effectivement, respirer 7 fois de suite, je suis en train de le faire pendant que vous parlez, c'est faisable. Mais quand vous dites que vous voulez traîner 30 ans votre maladie, c'est pas Oui. encourageant. D'abord, je le savais pas parce que si je l'avais su, je crois que probablement, je sais pas comment j'aurais pris la nouvelle, mais j'ai réalisé un jour que j'attendais. Peut-être la première, la deuxième année, 2 ans après avoir été diagnostiquée avec la maladie, où on m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement, j'ai réalisé un jour que je ne faisais qu'attendre. Attendre un traitement, attendre d'avoir plus d'énergie, attendre d'avoir moins mal, attendre d'avoir moins peur. Et j'ai compris à ce moment-là, ça a été comme une prise de conscience que pour guérir, il faut revenir à la vie. Il faut vivre. Donc pour moi, vivre, c'était guérir. Alors je suis revenue à la vie et c'est pour cela que j'ai intitulé mon nouveau livre « Revenir au monde ». Je suis revenue à la vie malgré la maladie, malgré la peur. On peut toujours trouver à l'intérieur de la condition dans laquelle nous sommes quelque chose qui nous garde vivants, qui nous garde en lien direct avec la vie. Vous avez prononcé plusieurs fois le mot peur, Nicole Bordelot. Ça, c'est un sacré morceau. Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre chef de cabine, le commandant Marceau et moi-même. Vous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol A712 à destination de Toulouse. Moi, je suis très décontractée en avion, je fais toujours une petite prière avant le décollage. Seigneur, je vous remercie de bien vouloir protéger cet avion et tous ses passagers. Faites que le contrôleur aérien ait bien dormi. Faites que le pilote d'avion ne soit pas dépressif. Faites qu'il n'y ait pas de membres présumés du réseau Al-Qaïda à bord. Faites qu'on ne reçoive pas un missile américain envoyé par erreur. En cas de problème, s'il y a des survivants, je suis au siège 22D, merci. C'est encore Anne sur le Paris-Toulouse. Je sais bien que vous n'avez pas que ça à faire en ce moment, mais je vous en supplie, remplissez ces trous d'air immédiatement. Si vous ne le pouvez pas, merci de bien vouloir épargner la partie arrière-gauche de l'appareil, notamment à partir du numéro que je vous ai indiqué tout à l'heure. Sinon, à tout de suite. De toute façon, je vois pas pourquoi j'ai peur, parce qu'au pire, je meurs, alors. Faut bien mourir un jour, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Je profite de la queue pour se faire une petite prière intérieure. Seigneur, je vous remercie d'avoir bien voulu épargner cet avion et tous ses passagers. Je vous rappelle que je repars demain sur le vol de 9h33. D'avance, merci. Un sketch très célèbre d'Anne Romanoff. D'Anne Romanoff, que nous aimons beaucoup. Oui. Ici, en Très France. drôle. Elle est drôle, hein? Alors, Nicole Bordelot, l'art de se réinventer aux éditions de l'Homme, dans ce qui nous empêche de vivre bien, le gros morceau quand même qui reste en travers de la gorge, c'est la peur. La peur pour tout être humain. Souvent, lorsque j'anime des conférences, je dis aux gens, êtes-vous capable de nommer votre plus grande peur? Vous devez le faire. Vous devez devenir familière avec elle. Et surtout, ne pas attendre que la peur vous quitte
avant de faire un pas vers un rêve, avant d'entreprendre quelque chose, parce que la peur nous fait croire qu'elle va nous protéger, Noël. Alors, on a l'impression que si j'ai très, très peur de la maladie, quelque part, je vais tout mettre en œuvre et que je ne tomberai jamais malade. Oui, je prendrai des vitamines, je me nourrirai bien, je voilà, me couvrirai. exactement. Voilà. Si j'ai peur de l'échec, je ne subirai pas d'échec. Si j'ai peur du rejet, je ne subirai pas du rejet. Si j'ai peur du vide, je saute pas en parachute et ainsi Voilà, de suite. exactement. Mais la peur n'a pas ce pouvoir-là. Elle ne peut nous protéger de rien. Et le seul pouvoir qu'a la peur, c'est de nous empêcher de vivre. Alors, je parle ici d'une peur, bien entendu, qui est créée par notre mental et 90% de nos peurs sont de pure construction mentale, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et on entendait ce sketch très drôle. Anne Romanoff, Voilà, où déjà on est dans la prévision de ce qui pourrait se passer. La peur est un signal que nous ne sommes plus dans l'instant présent. C'est ça, la peur. Alors, lorsqu'on est déjà à prévoir quelque chose de négatif, bien entendu, parce que la peur, c'est toujours quelque chose de terrible qui va nous arriver, des histoires et des scénarios qui nous terrorisent, c'est un signal que nous ne sommes plus dans l'instant présent, que nous sommes que dans notre mental. Notre corps, lui, est dans le moment présent, mais notre mental est ailleurs, à fabuler, quelque chose qui nous terrorise. Donc, il faut revenir au corps, il faut revenir au souffle. Donc, quand la pensée n'est pas au même endroit que le corps, nous sommes dissociés. Et lorsque nous sommes dissociés, nous sommes vulnérables. Et vulnérables à quoi? Aux pensées négatives, à la peur, à l'angoisse, à l'anxiété. Donc, de revenir au corps, de revenir au souffle. Déjà, c'est un outil extraordinaire pour apaiser la peur. vous dites, Nicole Bordelot, nommer sa plus grande peur. Est-ce que c'est pour lutter contre cette espèce de soupe d'angoisse? Parce que finalement, on a peur d'un million de choses. Oui. Souvent, lorsque je mentionne nommer votre plus grande peur, les gens disent « Ah, d'accord, parce que je vais être capable de m'en libérer ». Non, pas nécessairement. Ce n'est pas une baguette magique. Mais, par exemple, d'être capable... Oui, dommage, exactement. Mais la peur, elle sert quand même à quelque chose. C'est une énergie, la peur. On est capable de la transmuter en confiance en soi avec le temps. Mais d'être capable de la nommer, par exemple... Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, d'être capable de la nommer et de dire, ah, par exemple, vous allez parler en public ou vous allez à un rendez-vous pour un embauche, vous dites, ah, tiens, voilà ma plus grande peur. Elle est à côté de moi, je la sens. De savoir qu'elle est là, mais que c'est vous qui êtes dans le siège du conducteur. La peur ne quittera pas, mais d'être capable de la nommer, de la sentir, vous donne déjà un pouvoir sur elle. C'est vous qui êtes dans le siège du conducteur plutôt que ce que vient de faire Anne Romanoff, qui est dans le siège du passager et qui prie pour que le conducteur soit à la hauteur. Oui, exactement. D'accord, voilà. Je comprends. Alors, vous écrivez cette drôle de chose. Quand on doit choisir une situation ou une autre, Nicole Bordelot, vous préconisez de choisir la situation qui fait le plus peur. Oui. Si vous avez le choix entre deux options, prenez celle qui vous fait le plus peur. Ouais. Elle va vous aider à vous réinventer. Elle va vous aider à sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, de vos conditionnements, qui rapetissent votre vie, qui la limitent et va vous ouvrir à d'autres horizons. Déjà, vous allez sentir à l'intérieur de vous comme un frisson. De Quoi, dire, par exemple? Ah, par exemple, je sais pas, vous êtes invité à partager avec un groupe, il y a un petit groupe de 5 ou 6 personnes que vous connaissez déjà, et il y a un grand groupe qui vous invite à 30 personnes, 40 personnes. Que je connais pas. Choisissez 30 ou 40 personnes. C'est pas grave si jamais... Ils sont pas sympas, on se comprend voilà, pas. parce que ça va vous aider à vous réinventer. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on construit la confiance en soi. Prenez l'option qui vous fait le plus peur. Elle vous apprendra le plus. Elle vous gardera vivante et vibrante. Et elle ne me précipitera pas dans le danger. Non. C'est le titre de votre livre, L'art de se réinventer aux éditions de l'Homme. Et alors vous écrivez cette phrase, « Qui serais-je si je n'écoutais pas mes peurs ?» Oui. Ça, c'est effectivement un programme auquel on pense pas. Et j'invite les auditeurs à se questionner. Qui serais-je sans mes peurs? Que ferais-je si je n'écoutais pas ma peur? Souvent, il y a un voile qui se lève et on a une vision, même si elle est très, très brève, de ce que l'on pourrait être, de ce que l'on pourrait faire. Et cela apporte un élan de vie à l'intérieur de soi. Peu importe votre âge, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, peu importe votre état de santé, votre état financier, ça n'a aucune importance
Posez-vous la question. Mais que on peut- ferais-je et qui serais-je sans mes peurs? Mais vous imaginez, qui serais-je sans mes peurs? Moi, je sais pas, danseuse à l'Alcazar. C'est-à-dire quelque chose de complètement différent que la vie qu'on est en train de mener. C'est ce qu'on croit. Mais ça, c'est la première réponse. C'est celle qui vient d'emblée, qui nous est souvent imposée par l'ego et le mental. Mais sous cela, véritablement sous cela, on retrouve des réponses qui viennent du cœur. Je serais beaucoup plus engagée dans ma relation. Je serais beaucoup plus près de mes enfants, de ma famille. Je prendrais le risque au travail de peut-être verbaliser mon opinion. C'est jamais des fantaisies. La vie, c'est pas une fantaisie. Je deviendrai pas la première ballerine demain à 60 ans. C'est absolument ridicule. Mais la vraie réponse, elle se trouve sous ça. Et c'est au niveau du cœur qu'on la ressent. Ça peut sembler ésotérique, mais c'est le corps lui-même qui répond, et pas seulement notre mental. C'est pas une réponse qui est juste cognitive. Je ferai ceci, je ferai cela. Très souvent, les gens qui sont en fin de vie vous le diront. Toutes ces fantaisies qu'on a, s'il me reste 2 jours à Oui, vivre. j'aurais une voiture verte, oui. Non, voilà, exactement. C'est faux. Donc, la sagesse et la paix intérieure qui viennent avec ces moments-là, souvent, suggèrent autre chose. Et c'est d'être pleinement présent à sa propre vie. Se réinventer, c'est pas changer de vie. C'est changer sa vision de sa vie. Pour être au plus près de soi Oui. et de sa vraie vie, si j'ai bien compris. Nicole Bordelot, vous venez d'écrire L'art de se réinventer. C'était aux éditions de l'Homme. Ce n'est pas un roman, c'est un essai. Mais on peut l'ouvrir comme ça, n'importe où. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre. Il y a des choses qu'on sait déjà. Enfin, savoir, c'est une chose, mettre en pratique, c'en est une autre. Hein. Voilà. La liberté, la peur, nous en avons parlé. Les pensées qui obsèdent, Le lâcher prise. Le lâcher prise. Je l'ouvre au pif, je tombe sur la page 116. Dès l'instant où vous observez que vous n'êtes plus présent, vous l'êtes. Et c'est une phrase d'Eckhart Tolle. Voilà, j'adore. Ouais. Très simple. C'est pas compliqué être dans l'instant présent. Ça veut pas dire que c'est agréable. Et ça veut pas dire qu'on doit absolument s'efforcer d'aimer ce qui se passe dans l'instant présent. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai tellement hâte à mes vacances pour vivre le moment présent. » Mais le moment présent, c'est maintenant. Ça sera jamais dans le futur. Donc, d'être ici, maintenant, ne veut pas dire que tout ce qui se passe vous plaît, que tout ce qui se passe est confortable. Parfois, c'est même insoutenable. Mais d'être là, au cœur de sa vie, de vivre ce qui est, c'est la seule façon que je connaisse d'être pleinement vivant. Ouais. Vous donnez cet exemple de la photo du coucher de soleil, quoi. C'est absolument Oui. super. On va chercher l'appareil, mais le temps qu'on revienne, le soleil est parti. Voilà. Et je me rappelle, il y a très peu de temps, sa sainteté, le Dalai Lama, est venu à Montréal et il y a une jeune femme qui était là, dans le public, et elle a inscrit sur Twitter « Je suis avec le Dalai Lama ». Et quelqu'un a répondu la seconde suivante « Non, vous êtes sur Twitter ». Alors, on est souvent pas tout à fait là. Ouais. Mais c'est pas facile d'être là parce que je sais pas pourquoi. Alors c'est pareil, on veut être performant, c'est-à-dire qu'un petit peu comme aux échecs, si on a 7 coups d'avance, c'est qu'on est très fort. C'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'être présent. Mais quand ça compte, si je suis pleinement là, si je suis 10 minutes avec mes enfants le matin, que je suis pleinement présent ou présente pendant ce 10 minutes-là. Être pleinement présente, ça veut dire être 100% corps, cœur et esprit, là, avec eux. J'aurai 0 culpabilité dans la journée parce que ce 10 minutes-là, j'ai été pleinement présente. Alors que si je suis avec eux pendant 1 heure, mais que je suis sur les réseaux sociaux ou dans ma tête à régler un dossier ou à ruminer mes problèmes, cette heure-là, elle ne compte pas véritablement parce que mon corps était avec mes enfants, mais personnellement, émotionnellement, spirituellement, je n'y étais pas. Donc, de se donner des rendez-vous avec la vie, avec soi, ici et là dans la journée, très court, mais en fin de journée, là, ça s'accumule. Moi, Nicole Bordelot, je suis 10 minutes avec mes enfants complètement présente le matin. Pendant 10 minutes, je les engueule. Pour leur dire qu'ils sont en retard. Et je culpabilise toute la journée. Pourtant, je peux vous dire que j'y étais bien présente. Oui, parce que on souhaite toujours autre chose. On souhaite que notre vie soit autrement. On a l'impression que ce que l'on vit n'est pas assez parfait, n'est pas assez complet. Mais c'est faux. Ça fait partie de l'enfance d'être en retard. Ça fait partie de l'enfance de traîner. Il y a quelque chose avec laquelle on doit faire la paix. Si mes enfants sont en retard le matin, peut-être je peux me lever 5 minutes avant. Donc, pour que je sois avec eux 15 minutes, 10 minutes à engueuler et 5 minutes en pleine présence. D'accord.
J'essaye dès demain matin. Vous dites d'ailleurs à propos de temps qui passe, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu un tracas de notre société, hein, après lequel on court ou c'est lui qui nous poursuit. Mais en tout cas, vous dites qu'à un moment donné, on doit dire ça suffit. On le dit jamais, ça suffit. En fin de journée, pour aujourd'hui, ça suffit. Dressez la liste de tout ce que vous avez accompli dans votre journée au lieu de la liste de tout ce que vous n'avez pas fait ou tout ce qui vous reste à faire. Et le lendemain, lorsque on fait ce petit exercice de dire pour aujourd'hui, ça suffit, le lendemain, on reprend sa vie avec enthousiasme. Et c'est un outil extraordinaire pour éviter l'épuisement qui nous guette tous, l'épuisement professionnel, mais aussi le fait d'en avoir marre, le fait plein d'eau, hein. Oui, plein d'eau, voilà, exactement. On revient au corps. Vous citez beaucoup le corps. Ah, on l'oublie. Nous vivons dans notre tête, presque exclusivement 24 heures sur 24. On nous a donné 6 sens, 5 que l'on connaît bien, et le 6e, c'est notre mental. Et lui, on lui a donné toute notre vie, toute notre priorité est donnée à notre mental, alors qu'on devrait l'utiliser comme un sens pour raisonner, pour planifier, mais nos autres sens, sentir le vent sur sa peau. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment goûté toutes les saveurs de votre repas? Vous avez entendu le chant des oiseaux. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti votre souffle intérieurement? Un être humain est composé de tous ces sens-là. Et ce qui donne un sens à notre vie, sans faire de jeu de mots, c'est de retourner à cette globalité de tous nos sens. Pas juste notre mental. C'est comme si, Nicole Bordelot, dans une pièce, autour d'une table, il y a 6 convives, et il y en a qu'un qui parle. Et un qui mange. Vous avez, oui, qui mange. Et j'adore autres, l'exemple. Ouais. Oui, un qui mange et un qui parle. Voilà. C'est le les mental. autres sont complètement anesthésiés. Ouais. Mm-hmm. C'est vrai que ce corps, on l'oublie un petit peu. Et vous disiez, à la fin de la journée, dire maintenant, ça suffit, j'ai bien fait ce que j'avais à faire. Ça sera jamais parfait, de toute façon. Personne. Non. Et il vous reste demain. Si vous êtes chanceux, vous aurez 24 nouvelles heures devant vous demain. Alors, et on n'aura jamais terminé. Il faut faire de notre mieux. Chaque jour. Mais quand c'est fini, c'est terminé. Se réinventer, c'est le titre de votre livre, hein, L'art de se réinventer aux éditions de l'Homme. Vous dites que pour se réinventer, il faut pratiquer la gratitude. Pourquoi? Ah, ça, pour moi, ça a été très difficile. Au cœur de la maladie, au cœur d'une nuit blanche, au cœur de la souffrance. Au cœur de la souffrance, de trouver une raison de dire merci. Pour moi, je trouvais que c'était absolument impensable. Mais oui, après, merci d'être malade. Voilà, mais après, je me suis dit, mais quelle est l'alternative? De constamment me concentrer sur pourquoi moi, pourquoi en ce moment-ci, qu'est-ce qui va m'arriver, etc., etc. Alors, j'ai commencé par m'obliger, littéralement, à dire 3 merci, chaque jour, même dans les pires journées de ma vie. Merci d'être toujours vivante, merci de respirer et merci d'avoir eu suffisamment à manger. Mais très de base, c'était très, très, très basique. Et petit à petit, j'ai trouvé d'autres raisons. Et chaque jour, maintenant, je trouve d'autres raisons de venir contrebalancer cette partie de moi qui est anxieuse, qui est inquiète, cette partie de moi qui est constamment angoissée avec le futur. Je viens la contrebalancer en disant merci de cette rencontre aujourd'hui. Merci du fait que les auditeurs nous accordent ce temps. Ce merci-là, il est important. D'accord. Pour revenir au corps que vous aimez, Nicole Bordelot, c'est comme un entraînement. Au début, on fait un petit exercice, je sais pas, avec des poids dans les bras, des petits poids, puis on peut prendre de plus en plus lourd. Oui. Donc au début, merci, je suis vivant, merci, j'ai de l'air, merci, j'ai quelque chose dans mon assiette. Et après, on fait des exercices de plus en plus forts, de plus en plus amples, de plus en plus puissants. Oui. Et les gens, souvent, ont peur. Ils se disent, ah, mais je vais me promener dans la vie en disant tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je vais littéralement me faire balayer. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours une partie de nous qui va demeurer véritablement à regarder ce qui se passe et ce qui cloche, etc. Ce n'est que pour contrebalancer cette négativité-là qui souvent est le cynisme qui nous entoure. On peut se laisser aller à la gratitude. Et maintenant, les neurosciences nous le prouvent. Le cerveau, sa plasticité, sa neuroplasticité fait que on peut littéralement changer notre cerveau. La méditation est un outil extraordinaire qui, quelques minutes par jour suffisent à s'asseoir là, à entrer en amitié avec soi, faire la paix avec ce qui est dans l'instant présent. Quelques minutes par jour peuvent littéralement changer la structure de notre cerveau. C'est pas rien. Nicole Bordelot, votre dernier livre s'appelle L'art de se réinventer aux éditions de l'Homme. Se réinventer, c'est vraiment joli.
Et vous parlez, pour se réinventer, de pardonner. C'est toujours agaçant, les gens qui vous demandent de Oui. pardonner, parce qu'on se dit, attendez, Oui. on m'a fait du mal, et puis en plus, il faut que je passe l'éponge. Oui, c'est vrai. Oui, et c'est un très, très long processus. Mais il y a une histoire formidable avec le pardon où un professeur de méditation de Chicago a demandé à des étudiants de venir avec un sac de plastique vide et un sac de pommes de terre. Il leur a demandé de mettre sur chaque pomme de terre le nom d'une personne envers qui vous entretenez des ressentiments. Et chaque jour, pendant 7 jours, de conserver les pommes de terre sur soi ou avec soi, partout, en tout temps, qu'on soit au cours de yoga ou au bureau ou dans le métro, peu importe, jamais les pommes de terre ne doivent nous quitter. Après 7 jours, lorsque les étudiants ramenaient les pommes de terre, ils voyaient bien que c'est se libérer du passé. Ça pèse. Mais oui, mais ce qu'on oublie, vous et moi, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui aujourd'hui a aussi notre nom sur une pomme de terre. Ah. Oh, oh. Alors le pardon, lorsqu'on y pense, on pense à soi, le mal que l'on nous a fait, mais on pense rarement que nous aussi, parfois consciemment ou inconsciemment, on a blessé des gens. Consciemment ou inconsciemment, on a fait du mal, on a trahi ou on a menti. Alors ça nous aide dans le processus de pardon, de se rebrancher à notre humanité, de savoir que oui, on m'a fait du mal, mais moi aussi, peut-être, j'ai fait du mal, donc ça aide à pardonner. On se traîne nos remords, qui sont les erreurs que nous avons faites, dont nous avons pris conscience, qui pèsent d'ailleurs aussi, c'est des pommes de terre de plomb. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a faites, qui ont fait de la peine et dont on n'a pas pris conscience. Donc, si on se pardonne à soi, ou si on a été pardonné, ça aide à pardonner aux autres et ça nous permet de pas se trimballer le sac de patates. Oui, c'est immense. Et pour se réinventer, c'est inévitable. On doit apprendre à pardonner puisque le pardon nous libère du passé. Ce n'est pas excuser l'autre personne, excuser ses gestes ou ce qu'elle a fait, ou même ramener cette personne dans notre vie. On peut être complètement coupé de cette personne, mais c'est laisser aller le passé, s'en libérer. C'est ça, pardonner. C'est se libérer soi-même de ce qui nous a fait souffrir. Et dans ce sens, c'est une belle façon de se réinventer. Donc ce n'est pas moral, hein, c'est juste de l'allègement pour continuer oui, voyager léger. Oui. Donc voilà, se pardonner pour se réinventer. La gratitude, nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais vous avez écrit la gratitude crée l'abondance. Pourquoi ? Parce qu'elle focalise notre attention sur ce que nous avons. Et nous réalisons très rarement toute l'abondance qui nous entoure. Nous n'avons pas idée de tout ce que nous avons comme abondance. Nous nous concentrons sur ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Ça, c'est vrai qu'on est assez doué pour ça. Voilà. Alors que autour de soi, il y a de l'abondance constamment. Donc, la vie ne nous doit rien, Noël. On doit véritablement avoir cette prise de conscience. La vie ne me doit même pas mon prochain souffle. Et pourtant, je vais le recevoir. Elle me garde vie à travers ce souffle que je reçois. Donc, juste pour ça, exprimer ma gratitude, c'est pas rien, là. C'est drôle, Nicole Bordelot, vous dites on se concentre sur ce que les autres ont et qu'on n'a pas. Tout à l'heure, en venant à la maison de la radio, j'ai vu un conducteur. Vous savez, les places de parking à Paris, dans la rue, sont chères. Un conducteur qui engueulait copieusement un autre conducteur qui était en train de se garer dans la place qu'il visait. Et c'était virulent. Mais l'engueuleur, qui s'était fait piquer une place, effectivement, n'a pas vu, pendant qu'il était occupé à engueuler, que 2 mètres devant, il y avait une autre place qui se libérait, qui était magnifique, et qui était immense, en plus beaucoup plus grande que celle-là où il fallait rentrer avec un chausse-pied. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il est concentré à engueuler quelqu'un qui lui avait piqué une place, et il n'a pas vu pendant ce temps-là qu'il s'en libérait une magnifique. C'était un exemple, mais tellement frappant. Et on peut tous se reconnaître dans ce conducteur qui se met à engueuler un autre conducteur, ou qui se met à engueuler la vie ou les situations, au lieu de voir que ce n'est peut-être pas un obstacle sur mon chemin. C'est peut-être mon chemin qui m'incite justement à voir autre chose, à me réinventer. Donc, si je suis habituée à toujours me stationner à cet endroit, je peux me stationner ailleurs. Mais c'est un exercice, hein, et c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Non, c'est pas facile. Pourquoi sommes-nous venus sur Terre, à votre avis, Nicole Bordelot ? Mais je crois que chacun d'entre nous aura à un moment ou à un autre à se poser cette question peut-être. Mais pour moi, personnellement, je peux répondre que personnellement. Je crois que c'est pour aller au bout de notre capacité d'aimer,
d'aimer la vie, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, d'atteindre son plein potentiel humain, en aimant véritablement, en aimant la vie, en étant en pleine présence avec ce qui est. Donc, ça peut sembler ésotérique pour certaines personnes, mais c'est la seule qu'on a. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un seul corps. Et si on ne tombe pas en amour avec sa vie et qu'on constamment regarde et on envie la vie des autres, notre vie sera misérable. Alors que si, justement, on tombe en amour avec sa vie, il y a quelque chose de magnifique qui peut en surgir. On peut véritablement trouver à l'intérieur de nos circonstances quotidiennes une façon de se transformer, de métamorphoser qui nous sommes. Nicole Bordelot, L'art de se réinventer aux éditions de l'Homme. Votre prochain livre, on peut le dire ? Oui, s'il vous plaît, oui. Ça s'appellera Revenir au monde et c'est toujours aux éditions de l'Homme. Revenir au monde, oui. Et ça parlera ? C'est principalement sur la méditation et comment la méditation nous apprend à vivre au cœur de l'instant présent. On a l'impression que méditer, c'est s'asseoir sur un coussin, fermer les yeux et se concentrer sur son souffle. Non, c'est devenir vivant au cœur de sa vie, au cœur de ses activités. Merci Nicole Bordelot. Merci à vous de cette belle invitation.